Merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les bâtiments. L'intelligence artificielle fait partie intégrante de la vie de tous les jours. On peut le retrouver dans l'éducation, dans la cybersécurité, dans le transport. Ce que je trouve intéressant de cette diapositive, c'est qu'on y présente une liste exhaustive de différentes applications de l'intelligence artificielle, mais on n'y retrouve pas l'utilisation pour l'optimisation et le contrôle du bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet fait l'objet de recherches depuis de nombreuses années, mais son utilisation et son déploiement dans le milieu demeurent toutefois limités et nous n'en sommes qu'au commencement. Donc, avant de parler de l'intelligence artificielle dans les bâtiments, revenons à l'essentiel. Donc, sur la prochaine diapositive, on retrouve différents niveaux d'intelligence artificielle. On retrouve le type 1, qui est une intelligence purement réactive. Ce type d'intelligence est seulement en mesure de réagir face à un événement ou à une situation au moment présent. Elle n'a pas la capacité d'aller chercher de l'information ou d'apprendre du passé, ni la capacité de pouvoir anticiper une action dans le futur. Ensuite, nous avons le type 2. Le type 2 est un type d'intelligence dans lequel il a la capacité d'aller chercher de l'information dans le passé, mais aussi d'anticiper une action dans le futur. Le type 2 est en mesure d'exécuter une tâche bien spécifique. Donc, il n'est pas vraiment en mesure de sortir de son cadre pour lequel il a été conçu, mais il est en mesure d'exceller dans l'apprentissage, dans la réalisation de sa tâche par un procédé d'apprentissage et d'adaptation. Ensuite, nous avons le type 3. Le type 3, c'est le niveau d'intelligence dans lequel on ajoute des notions cognitives et aussi des notions émotives. Donc, une intelligence artificielle de type 3 est en mesure de recevoir, de ressentir, mais aussi d'exprimer des émotions à l'être humain. Et puis finalement, nous avons le type 4. Le type 4 est un niveau d'intelligence artificielle dans lequel l'intelligence a une conscience d'elle-même, est en mesure de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. Mais je vous rassure, l'écart entre le type 3 et le type 4 est considérable, puis on n'est vraiment pas prêt de voir une intelligence de type 4 dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ou l'acronyme IA? L'intelligence artificielle se définit par l'ensemble des technologies qui utilisent l'ordinateur ou la machine pour exécuter des tâches complexes qui sont normalement exécutées par l'humain. Pour ce faire, l'intelligence artificielle va utiliser l'apprentissage automatisé ou en anglais, le machine learning. L'apprentissage automatisé consiste à l'ordinateur à apprendre et à s'ajuster à partir de données et d'informations à l'aide d'outils mathématiques et de statistiques. Il existe plusieurs types d'apprentissage automatisé, mais le type que l'on retrouve le plus fréquent dans les applications d'aujourd'hui, c'est le réseau neuronal artificiel. C'est un type d'apprentissage qui imite la structure du cerveau à l'aide d'un neurone. Il existe différents modèles de réseau neuronal, mais le modèle que l'on retrouve le plus, une fois de plus dans les applications d'aujourd'hui, c'est l'apprentissage profond, ou en anglais, le deep learning. L'apprentissage profond consiste en un réseau neuronal composé d'une multitude de réseaux de neurones cachés qui exécutent le processus d'apprentissage. Il existe différentes techniques d'apprentissage. Ici, on en présente 6. Mais en réalité, il y en a seulement 3 qui sont vraiment utilisées et appliquées dans l'ensemble des applications d'intelligence artificielle. Les 3 autres sont sujets à développement, recherche et développement et ne sont pas utilisés à grande échelle. Les 3 en question, c'est l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé consiste en un mode d'apprentissage dans lequel le modèle a une étiquette. L'étiquette se définit par la connaissance de la sortie du modèle. Un exemple. Supposons que nous prenons un modèle qui est en mesure de prédire la température extérieure. Si le modèle prédit que dans 2 heures, la température extérieure va être de 10 degrés, mais que finalement, 2 heures après, la température est de 5 degrés, il y a un écart, une erreur de 5 degrés entre la mesure prédite et la valeur réelle. On est donc en mesure de renvoyer ces informations dans le réseau neuronal et de faire, excusez-moi le terme en anglais, mais un backpropagation. Donc, on est en mesure de dire au modèle, voici la valeur prédite, voici la valeur réelle. Il y a une erreur, donc ajuste les paramètres et ajuste le modèle afin qu'à la prochaine fois qu'on arrive dans des conditions similaires, la prédiction soit davantage plus proche de la valeur réelle de 5 degrés. Ensuite, nous avons l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est un type d'apprentissage sans étiquette. Donc, autrement dit, on n'est pas en mesure de connaître la sortie.
Un exemple pour l'apprentissage non supervisé, c'est utilisé principalement pour des algorithmes de rassemblement ou en anglais clustering. Donc, supposons que nous avons une immense banque de données et chaque donnée peut n'avoir aucun lien par rapport à d'autres. L'algorithme est en mesure de passer au travers des données et de les regrouper par des tendances puis par association. Malheureusement, on n'est pas en mesure de connaître la sortie. On ne sait pas quels seront les résultats et on ne peut pas nécessairement dire au modèle que si c'est bon ou pas bon. Et puis finalement, nous avons l'apprentissage par renforcement qui consiste par un apprentissage avec un système de récompense. L'objectif de l'intelligence artificielle avec un apprentissage par renforcement, c'est de maximiser les récompenses et de minimiser les conséquences ou les pénalités. Un exemple, supposons que nous avons une voiture autonome qui arrive à un arrêt. On s'attend que la voiture exécute l'arrêt tel que exigé par le code de sécurité routière. Normalement, le modèle, s'il prend la décision de faire l'arrêt, il va recevoir une récompense. Mais s'il décide de prendre comme action d'ignorer l'arrêt et de le brûler, bien, il va avoir une conséquence. Donc, par apprentissage, par renforcement, l'algorithme va apprendre qu'à chaque fois qu'il arrive devant un arrêt, il doit exécuter l'arrêt pour ramasser un maximum de récompenses. Donc, ici, on présente différentes configurations de réseau neuronal. Donc, chaque type de configuration peut être utilisé pour une application bien spécifique. Nous, dans le bâtiment, le type que l'on utilise, c'est le Long Short-Term Memory, le LSTM. Fait intéressant ici, le cerveau humain contient plus de 100 milliards de neurones. Le plus grand réseau neuronal artificiel qu'on a réussi à établir à ce jour est de 16 millions de neurones. Donc, ça représente seulement 0,02% du cerveau humain. Même si on voudrait dire qu'on devrait avoir un réseau neuronal beaucoup plus grand avec beaucoup plus de neurones, on est limité par la puissance de calcul des ordinateurs puis par les processeurs. Donc, vous pouvez donc imaginer que l'intelligence artificielle, malgré qu'on est en mesure de faire des choses assez extraordinaires, est vraiment loin, loin, loin d'égaliser le cerveau humain. Qu'est-ce qu'il y en est de l'intelligence artificielle pour les bâtiments? Premièrement, il faut savoir que les bâtiments, le secteur de la construction, représente près de 40 de la consommation d'énergie mondiale. Malheureusement, l'industrie du bâtiment, contrairement à d'autres industries telles que le transport ou les procédés industriels, n'a pas vraiment de mesures faciles, simples et efficaces pour améliorer l'efficacité énergétique et opérationnelle, et ce, pour un déploiement à grande échelle. Les bâtiments, pour les améliorer, il faut généralement d'importants investissements en capitaux, mais aussi d'importantes ressources, des ressources en temps, des ressources humaines, puis des matériaux. Toutefois, oui, donc voici quelques données sur les bâtiments. 45 de la consommation d'énergie des bâtiments proviennent des systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air. De ce 45 %-là, 30 est généralement gaspillé, dû par des inefficacités opérationnelles ou par des séquences de contrôle non optimisées. Les méthodes courantes d'efficacité énergétique prennent beaucoup de temps et sont généralement très coûteuses à implanter. On parle souvent là, des fois de PRI, là, de retour sur investissement simple, pouvant atteindre jusqu'à 10 à 15 ans. Et puis, un mauvais fonctionnement du système de CVCA peut entraîner des problèmes opérationnels et générer un nombre élevé de plaintes des occupants. Toutefois, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau des bâtiments d'aujourd'hui, c'est que la plupart des bâtiments sont équipés d'un système de contrôle centralisé que l'on nomme en français un système de gestion du bâtiment. Le système de contrôle centralisé s'assure d'opérer l'ensemble des systèmes électromécaniques du bâtiment. Ces systèmes sont en mesure de générer une énorme quantité d'informations et de données. Donc, on peut penser que chaque système est en mesure de générer beaucoup d'informations sur l'état actuel, puis sur les différents changements et les différents euh, états. Puis, malheureusement, ces données sont souvent sous-utilisées ou ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Pourquoi? Parce que l'humain a de la difficulté, n'a pas les capacités de pouvoir travailler avec une énorme quantité d'informations. Même des fois des logiciels comme Excel, dans lesquels la plupart des spécialistes utilisent pour faire l'analyse, des fois même Excel a de la misère quand il y a beaucoup trop d'informations.
Toutefois, pour l'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème. En fait, c'est sa force. L'intelligence artificielle fonctionne avec les données. Plus on a d'informations, meilleur on peut avoir comme action ou comme solution l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour faire la détection de fautes, l'analyse de données, pourrait aussi être utilisée pour du contrôle optimisé. Mais quelque chose qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et ses données, c'est d'établir des modèles du bâtiment et d'utiliser ces modèles pour faire de la prédiction. Donc, pour déterminer l'état futur des zones avant même qu'on soit arrivé. Donc, ici, certains d'entre vous ont sûrement déjà vu cette image qui est ressuscitée de l'équipe de Cadmet Énergie. Il y a différents types de modèles. Nous avons les modèles à petite boîte blanche, qui sont des modèles qui sont entièrement transparents. Ces modèles utilisent des logiciels de simulation énergétique tels que Énergie Plus ou eQuest. L'avantage de ces modèles, c'est qu'on est en mesure, bien, premièrement, ils utilisent les lois de la physique et de la thermodynamique, mais il faut aussi regrouper l'ensemble des informations du bâtiment pour les élaborer. Donc, nous connaissons l'ensemble des spécifications des équipements, les matériaux, l'orientation. Ces modèles nous permettent donc d'avoir une panoplie de cas. On peut les utiliser pour la consommation annuelle, on peut les utiliser pour déterminer l'économie d'énergie si on remplace un système par un système plus efficace. Malheureusement, l'inconvénient majeur de ces types de modèles, c'est qu'ils nécessitent une grande ressource humaine et en temps pour être élaborés. Ça nécessite des experts et dû à cette contrainte, les modèles à petite boîte blanche ne peuvent pas être utilisés pour des déploiements à grande échelle et de manière rapide. À l'opposé, nous avons les modèles de type boîte noire. Ces modèles utilisent les réseaux neuronaux profonds pour être élaborés. Ils fonctionnent uniquement avec les données opérationnelles du bâtiment. Ces modèles n'ont aucune notion de la loi de la physique ni de la thermodynamique. Ils sont en mesure de produire une prédiction seulement avec les connexions, les différents neurones qui établissent des liens et qui sont en mesure de produire une prédiction. On arrive à avoir des prédictions relativement précises dans une échelle de temps relativement courte. Et l'avantage de ces modèles, c'est qu'étant donné qu'ils fonctionnent par apprentissage automatique, on n'a pas besoin beaucoup d'interactions humaines pour les élaborer. Donc, on peut donc les utiliser pour un déploiement à grande échelle. L'inconvénient de ces modèles, c'est qu'ils sont complètement opaques. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir comment et pourquoi le modèle arrive à une telle prédiction. On peut toujours quand même décider la valeur de prédiction, décider si on veut l'utiliser ou non, mais il n'y a aucun moyen de savoir comment est-ce que le modèle fait pour obtenir tel résultat. Un autre inconvénient, c'est que ces modèles utilisent des puissances de calcul d'ordinateurs non négligeables. Et finalement, ces modèles sont sensibles à la qualité des données. Donc, s'il y a des changements dans l'entrée des données, si on ajoute des nouvelles informations ou on en enlève, malheureusement, le modèle n'est plus à jour et il faut le réentraîner. Et puis finalement, nous avons des modèles de type boîte grise, qui est vraiment une combinaison entre les boîtes blanches et les boîtes noires. Les boîtes grises vont utiliser les données opérationnelles telles que les boîtes noires, mais ces données sont encadrées et restreintes par les lois de la physique et des lois de la thermodynamique. On est donc en mesure d'avoir des prédictions relativement précises, peut-être pas autant que les boîtes noires, mais assez satisfaisantes pour répondre aux besoins. Le tout en ayant moins besoin d'énergie de calcul de l'ordinateur et étant moins sensible à la qualité des données. Malheureusement, ces boîtes les boîtes grises ne sont pas aussi transparentes que les boîtes blanches, mais elles sont quand même un peu plus que les boîtes noires. Donc, comment est-ce qu'on optimise les systèmes CVCA avec l'intelligence artificielle? Bon. D'abord, on a besoin d'un bâtiment équipé d'un système de gestion du bâtiment ou d'un système de contrôle centralisé. Si on n'a pas ce prérequis, malheureusement, souvent, le bâtiment est exclu. On vient se connecter sur le bâtiment à l'aide d'un matériel de périphérique ou avec une connexion cloud-to-cloud et on extrait les données du système de contrôle centralisé en continu. Donc, on vient ramasser l'ensemble des informations des différents systèmes électromécaniques du bâtiment. Une fois que l'on a ramassé assez de données, un modèle du bâtiment est construit à l'aide des réseaux neuronaux profonds et va être entraîné pour prédire les différents changements de zone dans les pièces. Ces prédictions sont ensuite utilisées par des algorithmes de contrôle. Et une fois que le tout est validé, conforme et qu'on est confiant, on déploie les algorithmes de contrôle dans le bâtiment pour que ceux-ci puissent envoyer des commandes générées à l'aide de l'intelligence artificielle avec la prédiction pour optimiser la performance du bâtiment.
Et puis, c'est un processus qui est sans cesse répété. Donc, à chaque fois qu'on envoie une nouvelle commande, ben, ça vient affecter, ça vient changer les informations. Donc, on ramasse toujours ces informations continues et ces informations sont renvoyées de manière récurrente au modèle, au réseau neuronal pour qu'il puisse mettre à jour ses prédictions. Donc, voici un peu comment fonctionne l'intelligence artificielle de BrainBox AI. Donc, nous avons des réseaux neuronaux utilisant des LSTM, la configuration LSTM, Long Short-Term Memory. Et puis, on a différentes variables qu'on insère dans le modèle. Donc, on peut avoir les différents états, la position des vagues, les températures, la prédiction météo. Et puis, on envoie le tout dans le réseau neuronal profond. Et puis, à la sortie, nous avons la variable prédite. Dans ce cas-ci, on parle de température, mais on peut avoir la puissance, on peut avoir le CO2. Donc, il y a différents types de variables qui est possible de définir avec les modèles. Donc, voici ici un exemple d'une courbe de température pour une zone. Donc, la prédiction avec une prédiction de 2 heures versus la température réelle. La ligne bleue turquoise représente la prédiction de 2 heures et la ligne verte représente la valeur réelle. Vous pouvez donc voir que pour une prédiction future de 2 heures, on arrive relativement proche, des fois, là, souvent à plus ou moins 0,5 degrés Celsius, ce qui est excellent dans le cadre d'une fonction pour le contrôle du bâtiment. Aussi, il faut savoir que plus qu'on se rapproche, plus que l'échelle de temps est réduite, plus la prédiction devient précise et plus l'écart se réduit. Donc, comme j'expliquais précédemment, c'est un cycle itératif. Donc, le modèle d'intelligence artificielle va extraire les données. À partir de ces données, il va faire une prédiction, va comparer les valeurs, les valeurs prédites versus les valeurs réelles, va se réajuster. Après ça, on envoie ça à nos algorithmes de contrôle, qui eux autres envoient les commandes, et ainsi de suite. Donc, le cycle est un cycle en continu. Donc, ici, nous avons le contrôle typique des bâtiments. La technologie d'intelligence artificielle fonctionne généralement avec une boucle PID conventionnelle. PID pour proportionnel, intégral et différentiel. Bon. Souvent, le différentiel n'est pas utilisé dans le bâtiment. Donc, on va principalement utiliser des boucles PI. Mais bon, je vais quand même utiliser le terme PID pour l'exercice. Donc, la boucle PID fonctionne en mode réactif. Donc, pour générer une réaction de la boucle, il faut que la variable, dans ce cas-ci la température, s'éloigne du point de consigne. Le problème avec les boucles PID, c'est que des fois, elles ne sont pas bien ajustées ou se désajustent avec le temps, avec des changements de système ou des changements, des fois dans le système, bon, avec l'encrassement qui peut survenir au niveau des serpentins ou des fils, peuvent changer le comportement du système et peuvent aussi avoir impacté la boucle PID. Donc, des fois, on peut avoir des réactions excessives, puis des fois, on peut avoir des réactions très lentes, que ça prend du temps avant que le système réagisse correctement. Ce qui peut engendrer souvent des problèmes opérationnels, des problèmes de confort, mais aussi de l'inefficacité parce qu'on amène les systèmes à opérer de manière excessive. Avec la capacité de prédiction des réseaux neuronaux, on est en mesure de prédire d'avance le changement de température avant même qu'il survienne. Donc, supposons que nous avons une pièce avec la charge solaire, mais on sait que le modèle va être en mesure de prédire que bon, mais dans quelques heures, on va avoir une augmentation de température. Donc, on va pré-refroidir d'avance, sachant que la zone va sortir de sa zone de confort. Donc, on fonctionne en mode préemptif. Donc, l'avantage, ben, c'est que de fonctionner en mode préemptif, sachant qu'est-ce qui s'en vient, on est en mesure de réagir dès maintenant et ça permet d'assurer un confort amélioré et aussi de générer des économies potentielles parce qu'on est en mesure de garder l'opération des équipements en charge partielle. Puis souvent, quand on fonctionne en charge partielle, on est davantage en mesure d'amener de l'efficacité opérationnelle puis d'être plus performant. Parfait, Je vais merci. laisser mon collègue Nicolas expliquer l'application de l'IA dans le contrôle. Voilà, merci Samuel. Donc, bonjour à tous. De mon côté, je vais vous présenter aujourd'hui une série d'exemples techniques d'application d'intelligence artificielle, certains exemples étant un petit peu plus conceptuels, alors que d'autres vont mettre en lumière les résultats concrets dans certains bâtiments opérés par BrainBox AI. Je vais commencer par vous introduire au concept de contrôle prédictif, plus connu sous l'acronyme MPC. Pour mieux visualiser le concept qui peut sembler abstrait, je vais me servir de l'analogie d'une compétition de ski.
Comme vous voyez sur la diapositive, il y a plusieurs trajectoires possibles qui connectent le haut de la montagne à la ligne d'arrivée. Du haut ici jusqu'à la ligne d'arrivée en bas. On les voit ici en bleu. L'objectif dans ce cas-ci, ce serait, dans le contexte de la compétition, de maximiser le score qui est déterminé en fonction de certains paramètres. Donc là, on a 4 paramètres qui sont pondérés autant les uns que les autres. Ce serait possible, par contre, d'avoir certains paramètres qui sont plus pondérés. Ceci étant dit, l'objectif qu'on appelle la fonction objectif demeure dans ce cas-ci de maximiser le score total. Le terrain ici pour la compétition est contraint par des limites géographiques, donc c'est pas possible d'aller à l'extérieur de ces limites-là. Donc, on a cette contrainte-là dans le problème ici. Puis, en fait, la trajectoire optimale qu'on voit en bleu foncé ici est déterminée en prenant en considération les paramètres actuels au temps zéro, donc en haut de la montagne, au début de la compétition, et les prévisions des paramètres durant la descente. Donc, il y a une certaine anticipation. On essaie d'essayer de prévoir, par exemple, ça va être quoi les paramètres dans 10 secondes, 1 minute, la force du vent, par exemple. Puis en fonction de ces prédictions-là, ces prévisions-là, c'est comme ça qu'on cherche à maximiser le score et qu'on détermine la trajectoire optimale. Bref, c'est ce qu'on voit ici dans le graphique comme étant la trajectoire cible qui est exprimée au fil du temps, ici qui représente en fait le temps de descente. Après avoir fait quelques virages, le skieur ou la skieuse, dans notre exemple, calibre ses mouvements en fonction des conditions observées. Les conditions de la neige peuvent être différentes de ce qui avait été anticipé, la même chose pour le vent. On voit ici que le skieur ou la skieuse pourrait s'arrêter à cet endroit-là pour regarder, en fait, redéterminer ce serait quoi, en fait, la trajectoire cible à partir de ce moment-là. Donc, la trajectoire qui est mesurée correspond à la variable de sortie du système. C'est le résultat concret des commandes passées qui sont les variables d'entrée. Donc, dans l'analogie du ski, on peut penser que les commandes sont en fait les actions ou les mouvements induits par la personne qui skie. Les résultats peuvent varier des intentions, c'est-à-dire que les skis ne pourraient pas répondre exactement comme anticipé, ce qui causerait une certaine déviation de la trajectoire cible. Bon, ça nous est tout déjà arrivé de skier vers un point, avoir l'intention de skier vers un point, mais finalement arriver à un différent endroit. Des fois, il y a une certaine erreur, puis il faut prendre le temps de vraiment calibrer. Donc, ce qu'on voit ici en vert à gauche dans l'exemple, ce serait en fait le parcours du skieur ou de la skieuse avant d'arriver au point en question qui est presque à mi-parcours. En vert, c'est les commandes passées, donc c'est les actions, les intentions d'action. En orange, ici, c'est la trajectoire mesurée, donc c'est la trajectoire sur la pente du skieur ou de la skieuse. Puis en bleu, c'est la trajectoire cible. Donc, on voit qu'au début, pour les premiers quelques virages, la trajectoire mesurée dévie quand même pas mal de la trajectoire cible. C'est ce qui est défini ici comme étant en fait, c'est le moment pour de calibration. Comme on le voit dans le graphique, c'est les données de passé qui servent à ajuster les commandes de sorte à ce que la trajectoire se rapproche le plus possible de la trajectoire cible. Donc, à ce moment-ci, on réévalue, puis on essaie en fait de voir ce serait quoi les meilleures commandes pour pouvoir avoir une trajectoire qui est le plus proche possible de la trajectoire cible non plus. Entre les 2 points du trajet, le skieur se concentre à exécuter son plan d'action sans remettre en question la trajectoire. Donc, comme vous voyez ici, ce serait le premier point, puis ensuite on a le deuxième point. Donc, la trajectoire en tant que telle, les commandes, ils demeurent inchangées entre ces 2 points-là. C'est ce qui définit en fait l'horizon de contrôle. Donc, les commandes sont verrouillées pendant un certain moment jusqu'à la fin de l'horizon. Ça permet de laisser un certain temps pour faire les calculs sans interrompre les opérations. Puis ça permet aussi de revoir la trajectoire pour changer les plans si les conditions ont changé. Bref, si les conditions observées à ce moment-là sont différentes de ce qui avait été prédit ou anticipé au début. L'horizon de prédiction est plus long, c'est l'horizon pour lequel on cherche à optimiser la trajectoire. Dans l'exemple, le skieur pourrait remarquer un obstacle qu'il n'avait pas anticipé au départ parce qu'il n'y avait pas une visibilité granulaire à cet endroit-là. Ce serait l'équivalent d'avoir une erreur de prédiction. Autrement, une bourrasque imprévisible de vent pourrait déplacer une bonne quantité de neige qui obligerait le skieur à changer sa trajectoire pour des raisons de sécurité par manque de visibilité. Ce serait l'équivalent de recevoir une perturbation externe dans le système.
Bref, à ce moment-là, le skieur peut prendre une seconde pour réajuster le tir, puis repenser à une nouvelle trajectoire optimale pour maximiser son score en considérant les nouvelles informations. C'est vraiment la force, en fait, du contrôle prédictif. La trajectoire optimale est réajustée au fur et à mesure. Comme on le voit ici, en fait, on a le premier point d'arrêt, le deuxième point d'arrêt, puis à partir de ce moment-ci, comme vous voyez, la courbe en bleu, la trajectoire cible, elle a été modifiée. Donc, c'est un processus itératif qui permet une adaptation presque en temps réel des contrôles en fonction des paramètres qui sont observés et prédits. Dans le contexte de la gestion des systèmes CV et CA, des bâtiments, les prédictions peuvent se faire au niveau de la température des pièces, la puissance appelée ou l'énergie consommée des systèmes électromécaniques ou bien de la quantité de CO2 équivalent émis. Donc, on a différents paramètres qui peuvent être prédits. La fonction objective de son côté, elle peut être constituée de différents critères comme le confort des occupants, l'usure des équipements, les coûts d'opération, l'empreinte environnementale. Puis ce qui est vraiment intéressant ici, en fait, c'est que la pondération de ces paramètres-là est laissée à la discrétion de l'utilisateur. Donc, c'est possible de favoriser le confort des occupants, puis le paramètre, en fait, qui est mesuré pour le confort des occupants, ce critère-là va être pondéré plus que les autres, par exemple. C'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre l'emphase. Il y a quand même une certaine liberté, c'est quand même une certaine flexibilité à ce niveau-là. On voit dans l'exemple ici projeté à l'écran de différentes trajectoires de température de différentes zones de bâtiment au fil du temps. Les températures sont contraintes par certaines limites imposées, un peu comme dans l'exemple du ski avec les limites du terrain. Là-bas, c'était des limites géographiques. Ici, c'est des limites au niveau de la température. Donc, on voit en rouge ici, ce serait la température maximale acceptable pour le confort des occupants. En bleu, ce serait la température minimale acceptable. Puis, on voit par la suite en jaune, c'est la trajectoire optimale qui est sélectionnée parmi la panoplie de trajectoires. Puis, dans ce cas-ci, c'est de sorte à réduire le plus possible la facture énergétique de chauffage. Donc, c'est la trajectoire qui nous permet d'avoir la consommation énergétique moindre. Ce processus-là est répété au fil de la journée. Les prédictions sont ajustées continuellement en fonction des perturbations observées. Puis les modèles d'IA y apprennent. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils utilisent les données antérieures pour justement avoir des précisions plus précises dans le futur. C'est important de souligner qu'une des causes des erreurs de prédiction des modèles vient du caractère stochastique de certains comportements humains. Par exemple, c'est assez difficile pour un modèle d'intelligence artificielle de prévoir quand quelqu'un ouvrira une fenêtre en hiver ou si quelqu'un branchera un élément chauffant électrique d'appoint. Mais c'est des situations qui arrivent en réalité parfois, puis ça impacte grandement la température interne. Donc, ce caractère stochastique-là des actions humaines, c'est quelque chose qui est souvent difficile à prédire, puis c'est ce qui va souvent engendrer une erreur dans les prédictions. Donc, voyons maintenant les résultats de l'implémentation concrète de certaines de ces stratégies de contrôle utilisant l'IA dans les bâtiments. Le premier exemple ici d'application concerne un démarrage optimal. Le graphique en haut à gauche montre le changement de point de consigne en matinée à la suite d'un recul nocturne pour un bâtiment sans présence d'intelligence artificielle. Donc, ici à gauche, généralement, le temps requis pour conditionner les zones est déterminé en fonction des conditions critiques. Donc, l'hiver quand il fait très froid et l'été quand il fait très chaud. Puis l'horaire est maintenu tout au long de l'année, ce qui fait en sorte que dans un climat plus tempéré, les systèmes partent plus tôt que nécessaire et consomment donc plus d'énergie que requis. Bref, l'horaire est fixe. Donc, comme vous le voyez ici, les systèmes vont démarrer le matin à 6h30, même si en fait l'occupation débute seulement vers 8h. Ce qui fait en sorte que, oui, définitivement, la pièce va être conditionnée à l'heure, mais elle va être conditionnée aussi bien avant l'heure, donc bien avant le moment requis, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir une consommation potentiellement excessive ici. Donc, on voit que le ventilateur qui est en vert, il démarre puis il demeure allumé tout au long pendant à peu près 1h30 avant le début de l'occupation. Puis on a même le chauffage qui part 2 fois avant le début de l'occupation. Donc, ça, c'est requis dans le contexte de chauffage. Dans une journée très, très froide, ça pourrait nécessiter 1h30 de chauffage pour être sûr qu'on atteigne la température, rejoindre en fait le point de consigne au moment du départ de l'occupation. Par contre, dans ce cas-ci, comme on voit, la température extérieure est plus tempérée, donc ce n'est pas forcément requis. Bref, l'utilisation d'intelligence artificielle est propice pour venir déterminer le moment optimal de départ des systèmes en fonction des conditions journalières. L'objectif étant de démarrer les systèmes le plus tard possible, tout en garantissant l'atteinte du confort thermique au début de l'occupation.
représentée ici par la ligne grise, donc dans le graphique à droite aussi. Ça s'avère donc mieux adapté, permet des économies d'énergie. Donc, on voit ici que les systèmes partent autour de 7h30, puis la température est tout près du point de consigne vers 8h. Donc, on réussit quand même à garantir un confort thermique, puis on a sauvé définitivement d'énergie parce que les systèmes sont partis plus tard. Le deuxième exemple ici, l'application porte sur un arrêt optimal dans un édifice à bureau. Donc, on voit à gauche que la modulation du ventilateur de l'unité de traitement d'air est plutôt constante jusqu'à la fin de l'occupation pour le scénario sans intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui est représenté par la ligne bleue ici en haut. Dans le scénario avec l'intelligence artificielle, le ventilateur est en marche pour la même période. Donc, on le voit ici en vert. Donc, c'est l'état on-off allumé ou à l'arrêt. Puis on voit que pour les deux cas, c'est vers 7 heures que le ventilateur va s'éteindre. Par contre, on voit que la modulation est différente à la fin de la journée pour le scénario qui utilise l'intelligence artificielle. Ce qui arrive ici, c'est que les prédictions permettent d'identifier les zones qui ont assez d'inertie thermique pour pouvoir effectuer un arrêt précoce de leur système tout en maintenant une température confortable jusqu'à la fin de l'occupation. Les zones mises à l'arrêt ferment le volet de leur boîte VAV, ce qui fait augmenter la pression statique dans la conduite. Puis le ventilateur d'alimentation s'ajuste alors en réduisant sa vitesse, ce qui génère d'importantes économies d'énergie. Donc, c'est une autre application intéressante de l'intelligence artificielle pour venir prédire en fait l'inertie thermique, puis pouvoir mettre à l'arrêt certaines zones avant la fin de l'occupation. Le dernier exemple ici concerne le préchauffage avant les pointes du réseau électrique dans un environnement de simulation. Aussi, c'est que ce n'est pas des données réelles qu'on vous présente provenant d'un bâtiment, mais bien d'une simulation avec le logiciel Transys. Donc, on voit à gauche que le point de consigne de température est augmenté juste avant les événements de pointe, puis le chauffage est interrompu pendant les événements de pointe. Sans l'intelligence artificielle, la stratégie est souvent effectuée de façon non coordonnée, puis ça risque de causer une pointe significative juste avant l'événement. Donc, l'événement en question, c'est ce qu'on voit ici qui est ombragé en gris. Donc, il y en a un le matin, il y en a un le soir. Donc, comme vous le voyez, la pointe du matin avant l'événement, à cause de la stratégie de préchauffage, n'est pas si importante, mais le soir, la pointe est assez importante. Donc, on est à peu près à 1200 kW de chauffage. C'est un gros bâtiment, puis c'est plusieurs zones ensemble ici, d'où pourquoi la magnitude est si haute. Mais bref, on voit qu'il y a quand même une pointe considérable de préchauffage ici pour permettre de faire de l'écrêtage de puissance durant l'événement en question. À droite, en fait, on remarque que l'IA permet de prévoir le temps requis pour préchauffer les zones puis coordonner un préchauffage de sorte à répartir la demande avant l'événement de pointe tout en diminuant celle-ci pendant l'événement. Donc, au lieu d'avoir une pointe juste avant l'événement ici, on voit que la consommation est un peu plus grande quand même assez plus tôt avant l'événement. Puis ça fait en sorte qu'on peut limiter la pointe à environ 800 kW, même si au final, on atteint presque le même niveau d'écrêtage, de diminution en fait, de consommation durant l'événement. Donc, c'est une application intéressante de l'IA ici. Ça permet de déterminer la capacité, puis ça permet aussi de déterminer en fait, la capacité requise de la pile thermique ou la magnitude de préchauffage requise, zone par zone, pour ne pas consommer plus d'énergie que ce qui est réduit. Donc ici, en fait, la stratégie sans IA, on a augmenté le point de consigne à 25 degrés pour toutes les zones. Puis c'est la même chose pour la fin. Puis il y a certaines zones qui ont assez d'inertie thermique pour pouvoir ne pas avoir besoin de chauffage pendant l'événement complet. Mais ces zones-là pourraient, par exemple, avoir été préchauffées non pas à 25 degrés, mais à 24 degrés, puis quand même pas nécessité de chauffage. Donc, c'est ce que ici l'IA va nous permettre de faire. Donc, au lieu d'avoir un point de consigne de préchauffage fixe, on va avoir des points de consigne qui sont adaptés à chacune des zones en fonction de leur requis. L'exemple précédent, il portait sur une stratégie de gestion de la demande de puissance pour un bâtiment individuel, puis l'impact pour le réseau semblait déjà positif. Donc, imaginez le potentiel si une multitude de bâtiments qui coopèrent ensemble avec le même objectif. Donc, l'impact sur la congestion des réseaux électriques est encore plus considérable pour les bâtiments qui sont géographiquement près les uns des autres, qui sont branchés au même réseau, sur la même ligne d'alimentation. L'idée ici est alors d'utiliser une architecture de contrôle distribué, donc à 2 niveaux, et de résoudre un problème d'optimisation multi-objectif prenant en compte les intérêts des bâtiments et du réseau.
On parle alors d'une centrale virtuelle lorsqu'on agrège plusieurs bâtiments ensemble, puisque leur effort coordonné d'effacement de pointe soulage les réseaux, lui permet d'éviter d'avoir recours à une centrale de production d'appoint. Donc, c'est une stratégie qui est particulièrement d'actualité. Puis, le fait d'avoir une certaine diversité dans les types de bâtiments agrégés, donc d'avoir différents profils de puissance typiques, ça facilite le travail pour atteindre un profil agrégé cible. Bref, si on a différents types de bâtiments, par exemple des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux, ils n'auront pas nécessairement le même profil de puissance. Donc, c'est plus facile pour ces bâtiments-là, une fois agrégés, de suivre un profil cible, parce qu'en fait, si on a seulement un type de bâtiment, les comportements vont être presque les mêmes dans chacun des bâtiments, puis ça va être plus difficile d'induire un changement important. Versus si on a différents types de bâtiments, mais là, on peut avoir des changements de comportement mineurs, mais une fois mis ensemble, on peut quand même atteindre un profil cible. Donc, dans un contexte où la production d'électricité provient de sources renouvelables intermittentes, le profil agrégé ici pourrait refléter la disponibilité des ressources. Par exemple, chercher à consommer surtout quand il y a beaucoup de vent ou quand il fait soleil. Donc, c'est une des applications primaires, en fait, de ce type de contrôle-là. Donc, finalement, Samuel va vous présenter les défis puis les enjeux d'intelligence artificielle dans les bâtiments pour conclure la présentation. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les bâtiments fait l'objet quand même de nombreux défis. On en présente ici quelques-uns, mais il y en a d'autres. Un des défis lequel là, il est vraiment, auquel on fait face dans la grande majorité là, de l'application, c'est une confusion du rôle de l'intelligence artificielle dans l'optimisation des bâtiments. Donc, souvent, le client va penser que l'intelligence artificielle va prendre l'entièreté du contrôle et que ce donné n'a plus le contrôle, n'est plus en mesure de prendre le contrôle. Ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans ce cas-ci, on en fait vraiment un modèle de contrôle prédictif. Donc, c'est de générer des sorties afin de les utiliser pour prendre des actions d'avance pour être efficace en sachant qu'est-ce qui s'en vient. Donc, l'autre aspect, c'est que des fois, on pense que l'intelligence artificielle va être en mesure euh, de tout régler tous les problèmes, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, on dépend vraiment de l'information, les informations disponibles et la qualité des informations. L'autre enjeu qui est relié avec le premier point, c'est l'interopérabilité entre les algorithmes et les utilisateurs. Ou plutôt, je devrais dire les utilisateurs étant les opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on leur déploie nos algorithmes de contrôle et que ceux-ci génèrent des commandes avec la prédiction, il n'y a pas vraiment, tu sais, comme présenté, c'est un modèle de type boîte noire. Donc, on n'a pas vraiment la visibilité sur qu'est-ce qui se passe. Ça peut être difficile pour un opérateur d'avoir confiance en quelque chose qu'il ne voit pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, si on a parlé de démarrage optimale, l'opérateur il est habitué de voir le système démarrer à 6h30, puis là, il est rendu 7h30, puis bon, le système n'est toujours pas démarré. Il peut avoir tendance à dire, bon, ben, je vais prendre les commandes, puis je vais écrire par-dessus. Ce faisant, ben, on nuit à la performance. Premièrement, on annule l'effet de la prédiction et puis on minimise, on réduit les potentiels d'économie d'énergie. Un autre défi qu'on fait face, c'est les latences des infrastructures de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de contrôle sont connectés sur une architecture réseau et cette architecture réseau-là n'est pas conçue pour nécessairement pour recevoir plusieurs systèmes. Lorsqu'on se connecte au bâtiment, on est comme un deuxième système qui vient s'ajouter par-dessus le système de contrôle existant. Les deux systèmes continuent d'opérer. Donc, le système de gestion opère avec ses propres séquences. Et puis, nous, on vient extraire l'information, mais aussi on vient injecter des commandes à quelques endroits. Ce qui fait en sorte que des fois, on se retrouve avec des flux de communication très élevés, puis on se retrouve avec des pertes de communication, des délais importants, puis des problèmes de données. Le problème avec cette latence, c'est que le modèle, l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux sont sensibles à l'information. Donc, si le modèle n'est pas en mesure de recevoir l'entièreté des informations, bien, il n'est pas en mesure d'offrir une bonne prédiction. Donc, une fois de plus, on annule les effets de la prédiction.
Un autre enjeu, c'est les précisions des capteurs. Donc, les capteurs font face à du bruit et à de l'hystérésis. Donc, pour un même système, dans les mêmes conditions, des fois, on peut avoir des lectures différentes. Donc, des fois, ça peut être difficile pour le modèle d'intelligence artificielle d'avoir une bonne précision. L'entretien déficient et les performances réduites des systèmes électromécaniques, c'est un gros enjeu. Peu importe la performance de prédiction du modèle qu'on a, si le système n'est pas en mesure de recevoir ou d'accepter la commande à laquelle on envoie, malheureusement, l'intelligence artificielle n'a aucun impact, n'aura pas d'effet escompté. On fait affaire aussi avec certains systèmes critiques. On peut penser au réseau de vapeur ou à certains refroidisseurs. Donc, c'est sûr que les commandes envoyées, il faut s'assurer qu'on ne va pas créer des problèmes opérationnels tels que des coups de bélier ou des surges. Un autre défi, c'est le coût de stockage de données des serveurs. Donc, c'est des coûts inhérents à la technologie qu'il faut malheureusement passer aux clients. Puis finalement, nous avons la confidentialité des données et protection de la vie privée. Donc, vraiment des enjeux là, de cybersécurité ici, là, puis d'atteinte à la vie privée. Donc, nous, chez Brainbox, on s'assure d'avoir les certifications nécessaires, puis toute la procédure, toutes les architectures afin là, de maximiser cette sécurité. Donc, pour finir, quelques petits points. Premièrement, ben, j'aimerais réitérer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la magie. C'est un outil extraordinaire qui est en mesure de aller chercher des informations dans une grande banque d'informations, une banque de données qu'en temps normal, un humain ou un outil normal ne serait pas en mesure d'obtenir. Mais ça ne règle pas les problèmes. Par exemple, on a un client qui, tous ces systèmes étaient sous-dimensionnés. Donc, toutes les valves de refroidissement étaient toutes dans le tapis, le refroidisseur fonctionnait à plein régime. Puis, malgré tout, ben, les points de consigne n'étaient pas atteints. Puis, le client ben, pensait que le déploiement de l'intelligence artificielle allait régler son problème. Malheureusement, non. L'intelligence artificielle s'occupe du côté logiciel, donc va créer des commandes optimales, mais n'est pas là pour régler les problèmes opérationnels ou de conception. Des autres limitations, ça peut être aussi des bâtiments pneumatiques. Malheureusement, ce n'est pas les bons candidats. L'intelligence artificielle, comme deuxième point, c'est un outil, comme un marteau. J'aime beaucoup l'analogie du marteau parce qu'avec un marteau, on peut l'utiliser pour construire, mais on peut aussi l'utiliser pour démolir. Donc, l'idée vraiment de l'intelligence artificielle, c'est de définir des outils pour l'amélioration d'un processus ou d'un procédé, et son rôle n'est pas de remplacer l'humain ou l'ingénieur. Les chercheurs puis les professionnels en intelligence artificielle veulent à tout prix vraiment développer des outils pour faciliter le travail des humains, mais non pas de le remplacer. Et puis finalement, ben, l'intelligence artificielle n'est pas une panacée à la décarbonisation des bâtiments, mais l'ignorer de l'équation serait certainement une erreur. Au même titre que les thermopompes et les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle peut avoir un impact significatif pour l'amélioration de la performance du parc immobilier. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation, cette introduction sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les bâtiments. Et puis, Nicolas et moi pouvons répondre à votre question. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, messieurs. Bon, j'ai toujours pas de caméra, alors on va le faire sans. Écoutez, on a eu beaucoup de questions, alors on va tenter d'en adresser le plus possible pendant la période de questions. La première, quelle serait la récompense dans un modèle d'apprentissage par renforcement? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de récompense. C'est juste une variable. Donc, c'est juste avoir un plus un. Donc, on peut avoir différentes pondérations sur la récompense, mais c'est vraiment juste de dire d'avoir une valeur positive et non pas d'avoir une valeur négative. Donc, l'objectif du récompense, c'est vraiment arbitraire. Ce n'est pas une vraie récompense comme on pourrait donner à un animal, par exemple, si on veut dresser un chien. C'est vraiment euh, l'intelligence artificielle veut accumuler un maximum de points positifs puis minimiser toute action qui pourrait réduire son accumulation de récompenses. Merci beaucoup. La prochaine question, qu'attendez-vous des ordinateurs quantiques dans l'application de l'intelligence artificielle? Ben, les ordinateurs quantiques vont changer complètement la donne parce qu'on parlait de limitations au niveau des puissances de calcul, mais cette limitation ne sera plus vraiment présente avec les ordinateurs quantiques.
Malheureusement, on n'est pas en mesure de dire quel sera l'impact, jusqu'où on pourra amener l'intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'on pourra l'amener beaucoup plus loin de ce qu'on peut faire au moment présent. Merci beaucoup. Quels sont les types des plus grands courants de capteurs d'information? Les types de plus grandes. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Quels sont les types les plus courants de capteurs d'information? OK. Ben, généralement, ça va être dans les bâtiments, ça va être des capteurs de température. Donc, on va voir les températures de pièces, les températures d'alimentation, du traitement de l'air, les températures de l'eau. Donc, c'est vraiment généralement les températures d'information, mais c'est varié parce qu'on peut aussi utiliser les valeurs binaires, donc l'état des ventilateurs, l'état des systèmes et des valeurs aussi analogiques, là, donc du pourcentage. On peut penser à des valeurs de modulation de 0% à 100%. Donc, tout ça, c'est toutes des valeurs d'entrée pour le modèle. Il y a aussi à prendre en considération tout ce qui est météorologique, donc des stations météo, soit même un bâtiment où ça peut, souvent on peut aller les chercher d'un partie tierce, donc d'avoir ces données-là via un API, on peut aller chercher à la station la météo la plus proche, par exemple, d'un bâtiment en question. Donc, c'est aussi souvent des données qui vont être vraiment importantes pour entraîner les modèles. Merci beaucoup. La prochaine question. Comment les modèles peuvent prendre en compte la tarification dynamique ou simplement la structure tarifaire? C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est sûr que nous, ce qu'on vous a présenté auparavant, c'est surtout un modèle de température en tant que tel. Donc, le modèle de température va être plutôt agnostique à la tarification. Là où la tarification va venir être prise en compte, ce que je veux dire par le modèle, c'est les prédictions vont être un peu agnostiques à la tarification. Ce qui va être pris en compte côté tarification, ça va plus être dans l'optimisation, donc la fonction objectif. Comme je mentionnais tantôt avec l'exemple du ski, on a différents objectifs pour maximiser le score. Mais là, ici, si on veut minimiser la facture énergétique, bien, c'est sûr que on va utiliser, par exemple, le chauffage à certains moments, puis la consommation d'énergie pour le chauffage à certains moments. Puis on va venir appliquer un tarif dessus, puis c'est ce qu'on va chercher à minimiser. Donc, c'est sûr que si le tarif varie dans le temps, bien, probablement que le modèle d'optimisation va chercher à consommer moins quand le tarif va être plus haut, consommer plus quand le tarif va être plus bas. Donc, c'est vraiment l'intérêt du contrôle prédictif, c'est qu'on a un horizon de prédiction qui est assez long. Donc, on peut vraiment voir subir, disons, les variations du tarif. Puis c'est à ce moment, à cet endroit-là, en fait, que ça va interagir. Le modèle de prédiction en tant que tel, de son côté, du moins de ce qu'on présentait nous plus tôt, c'est plus par rapport à la température. Donc, lui, il va vraiment prendre plus en entrée les horaires d'occupation, les paramètres météo, les états des systèmes. Donc, le tarif en tant que tel ne va pas forcément interagir là-dedans. Merci beaucoup. Qu'est-ce que les logiciels d'intelligence artificielle peuvent être mis à profit? Pardon, je reprends la question. Est-ce que les logiciels d'intelligence artificielle peuvent être mis à profit dans le design et la conception pour miser sur des bâtiments passifs, résilients et performants avant de devoir investir sur une coûteuse mécanique du bâtiment? Ben oui, ben en fait, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'investir plus ou moins. Dans le fond, c'est pour avoir des bons modèles, on a besoin de données, on a besoin de points. Donc, tous les nouveaux bâtiments sont généralement équipés de différents capteurs, de différentes informations, puis généralement, tout est beaucoup plus accessible que par le passé. Surtout si on parle de pneumatique, là, on oublie ça, il n'y a aucune visibilité. Donc, à partir du moment qu'on a accès à toutes ces informations-là, on peut déployer l'intelligence artificielle. Puis, on a juste besoin, comme je disais, d'un système de contrôle centralisé sur lequel on peut se connecter pour qu'on puisse nous déployer de la technologie. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-il possible d'associer des systèmes de building management existants comme Regulvar, Desigo à ces plateformes pour optimiser les installations existantes? Ouais, c'est sûr, en fait, que je veux dire, l'HA avec le protocole BACnet permet justement d'avoir une certaine interopérabilité entre les différents équipements qui sont en place, les différentes
plateforme, disons, de contrôle. Donc, tant et aussi longtemps que ce protocole-là est en place, qui est standard, qui est uniformisé, définitivement, c'est possible de venir implémenter une intelligence artificielle, une logique d'intelligence artificielle par-dessus sans problème aussi, quelque chose qui se fait de façon profonde. Puis, si je peux rajouter, on n'est pas là pour remplacer le système de contrôle existant de bâtiment. On est là vraiment pour ajouter une couche d'intelligence. Donc, notre technologie s'adapte à l'ensemble des différents protocoles de communication, mais aussi des différents fournisseurs. Donc, on essaie vraiment là, de s'élargir puis de ne pas se mettre de limitations par rapport à ça. Donc, supposons qu'on a un bâtiment justement avec une compagnie de contrôle spécifique. Ben, la compagnie reste là. On n'est pas là pour tasser la compagnie ou la remplacer. On est juste là pour donner un gain opérationnel et énergétique au client avec ce qui est en place. Donc, l'idée, c'est le système de gestion de bâtiment va quand même continuer d'opérer. Nous, on va envoyer quelques commandes pour surpasser le système par défaut. Mais autrement, si peu importe, on perd la connexion ou si on a un problème, nous, de notre côté, ben, le bâtiment continue d'opérer par lui-même comme si rien n'était. C'est complémentaire, en fait, à ce qui est déjà Ouais. présent. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, dépendamment de la longueur de votre réponse, messieurs. Est-ce que les principes présentés de contrôle des systèmes CVCA ont été implantés dans un bâtiment réel? Est-ce que vous pourriez donner un ou plusieurs exemples? Ben, en fait, ce qui a été présenté, le démarrage optimal, l'arrêt optimal, ça, c'est des exemples réels. Donc, ça a vraiment été implémenté dans des bâtiments. Puis même les données qu'on vous a présentées, c'est vraiment les opérations qui ont été observées. Donc oui, c'est sûr que ça, c'est des exemples concrets. Sinon, ben, c'est sûr que les autres concepts qui ont été introduits, par exemple, contrôle prédictif, préchauffage et tout, définitivement, nous, de notre côté, il y a eu des projets pilotes. Donc, il y a des résultats qui ont été montrés ne proviennent pas forcément de vrais bâtiments, mais c'est quelque chose qui est implémentable aussi en réalité. Puis idéalement, l'objectif. C'est sûr que le milieu académique, ça fait longtemps que c'est des concepts qui ont été étudiés. Donc, en recherche, c'est présent depuis longtemps. En industrie, on commence à le voir de plus en plus. Puis, idéalement, il va y avoir une percée dans les prochains mois, les prochaines années qui fait. Super, merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre une dernière question finalement. L'intelligence artificielle implique la capacité d'adaptation. Puis là, je cite la personne qui pose la question. Je pense que le bon terme est mémorisation artificielle. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous répéter la question? En fait, la personne veut savoir ce que vous pensez de la terminologie qui peut être utilisée. Est-ce qu'on utilise plus mémorisation artificielle plutôt qu'intelligence artificielle? Ouf, OK, ben là, c'est une question intéressante. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les chercheurs dans le domaine aiment beaucoup utiliser des références par rapport au cerveau humain. Puis ça peut même porter à confusion parce que des fois, ça peut amener là, penser que bon, ben, l'intelligence artificielle est aussi performante que le cerveau. Puis on parle de neurones, mais c'est vraiment des termes pour parler dans le domaine, mais ce n'est pas nécessairement représentatif de la situation actuelle. Donc, on peut parler de mémorisation ou intelligence. Mémorisation, ben, dans le fond, quand on parle d'aller voir dans le passé, c'est une forme de mémorisation. Donc, c'est vraiment de garder ce qui s'est passé, puis de ces informations-là, apprendre. On a aussi la notion de backpropagation. Donc, le modèle apprend, se corrige, s'ajuste. Donc, tout ça, c'est un peu comme le même langage, là, on pourrait dire. Là. Donc, on est vraiment dans des termes techniques qui sont spécifiques là, au domaine. Je pense aussi, par contre, qu'une nuance importante à apporter ici, c'est que oui, les modèles d'intelligence artificielle sont basés sur des données historiques, donc il y a une certaine mémorisation, mais il y a quand même aussi une intelligence additionnelle dans le sens où c'est pas, le modèle ne va pas exactement reproduire ce qu'il a vu dans le passé. Ça peut arriver qu'il y ait une situation nouvelle. Le modèle va se baser sur ce qu'il a vu dans le passé pour
avoir une réponse à une situation qui est nouvelle. Donc, ce n'est pas forcément de la mémorisation directe parce que ça peut arriver que le modèle prenne une décision en fonction de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc, je pense que dans ce contexte-là, le terme intelligence est plus approprié que le terme mémorisation.